de problème ou en cas de faute sur l'équipement principal. Là, sur les deux photos, vous pouvez voir quelques sessions de formation qui ont été faites ici en Haïti dans deux hôpitaux différents où le staff médical est formé. Et c'est des formations vraiment, comment dire, hands-on, où la personne touche l'équipement. Et là, il s'agit des concentrateurs d'oxygène et des oxymètres de pouls, où la personne touche l'équipement, le manipule, se met en situation réelle, essaye de simuler, et de façon à ce que lorsqu'il y aura le besoin, qu'il sache déjà quoi faire. Donc là, quelques notes bibliographiques. Donc, ainsi se termine la présentation. Je vais faire une petite dédicace à l'ASAI, qui est l'association des architectes et ingénieurs hospitaliers d'Haïti, et la CITEB, l'association camerounaise des ingénieurs et techniciens biomédicaux. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Emmanuel, pour votre présentation, et notamment donc, pour les critères à garder à l'esprit au moment de choisir un oxymètre pour une structure de santé. C'était intéressant de voir aussi au travers de votre expérience à quel point, encore une fois, la formation des utilisateurs est importante, formation à l'utilisation, formation à l'entretien courant du matériel, et que effectivement, ça incombe aussi aux biomédicaux de s'occuper de cet aspect formation des utilisateurs. Voilà, alors je pense que tous ces conseils et ces recommandations très concrètes sont très utiles et pourront vraiment inspirer vos collègues des pays du Sud. Voilà, donc je vais maintenant, alors on a très peu de temps effectivement, maintenant que les présentations sont terminées, on a très peu de temps pour les questions, mais je vais laisser la parole donc à mon collègue Augustin qui va animer ce temps de questions-réponses. Je vous retrouve juste après pour la clôture du webinaire. Merci beaucoup, Cathy. Merci à tous les intervenants pour de belles présentations. Comme Cathy vient de le dire, on n'a pas beaucoup de temps pour répondre à toutes les questions, mais je signale que toutes les questions seront répondues par… les collègues vont prendre le temps pour les envoyer. Lorsqu'on va partager les liens dans l'ensemble, vous aurez accès à toutes les réponses. Néanmoins, on va profiter pour répondre pour poser les questions à deux ou trois questions. Alors, la première question va s'adresser à l'OMS, à Adriana ou à Gabriela. Vous avez insisté plus sur trois types de saturomètres, au doigt, portable et des tables. La question est de Ferron. Il veut savoir pourquoi vous n'avez pas abordé la question par rapport au saturomètre connecté au moniteur de surveillance multiparamétrique. Merci pour la question. Oui, la publication originale, c'était seulement des oxymètres. Alors, on a fait la description de les trois, mais toute la liste de dispositifs prioritaires pour le COVID a aussi les moniteurs multiparamètres qui a la saturation d'oxygène aussi. Alors, peut-être on va réassurer que tous ces moniteurs devront être disponibles dans les soins de santé. Non? Chacun a son lieu, mais oui, on pourrait faire une acclaration à ça. Oui, totalement d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une question au Dr Neil. De la part de Barbara. Elle veut savoir, est-ce que l'oxymètre est-il le seul moyen fiable pour nous renseigner sur l'hypoxie? Il y a aussi, Neil? naturellement, hein, par exemple, le cyanose est un symptôme. Il y a aussi le symptôme des ongles, de récoloration des ongles. Ça nous dit aussi quelque chose sur l'hypoxie. Donc, c'est le symptôme qui nous dirige vers l'hypoxie. Mais le chiffre, si on veut objectiver, est vraiment un chiffre, c'est par l'oxymétrie. Et on dit aussi que l'oxymétrie est un signe qui est tôt, que les signes cliniques
sont plus tard qu'on a déjà constaté par l'oxymétrie une désaturation. Merci, Dr. Nel. Il y a un des participants, Hugues Geithner, qui voulait partager son expérience technique sur la gestion des techniques des oxymètres de pouls. Nous sommes désolés parce que ça sera difficile de vous donner la parole maintenant, mais vous pouvez toujours nous partager votre expérience. Vous pouvez envoyer ou contacter notre collègue Cathy et nous n'hésiterons pas de mettre ça à informer les grands publics par rapport à cette question. Il y a l'autre question qui vient de Mathieu Kassongo qui voulait savoir si Emmanuel vous pouvez proposer quelques marques d'oxymètres de pouls à utiliser dans les contextes d'Afrique ou de pays en voie de développement. Il estime que l'Afrique est inondée par les produits divers provenant de l'Europe et de l'Asie. Il faudra dire qu'il y a beaucoup de critères bon marché. Est-ce que vous pouvez donner juste en passant, sans faire de publicité, sur quelques marques que vous pouvez conseiller? Emmanuel. Ici en Haïti, bon, je vais dire ce que notre pratique ici en Haïti, ce que nous utilisons dans notre pratique ici en Haïti. Donc, nous utilisons aussi les oxymètres asiatiques, les oxymètres américains, les oxymètres européens. Donc, ce que nous faisons, c'est de nous rassurer simplement des quelques critères, entre guillemets, rassurants dont nous avons parlé dans la présentation. Donc, que le saturomètre nous donne l'indice de perfusion, ou tout au moins que le saturomètre nous donne la courbe plétismographique, que le saturomètre soit marqué, donc soit FDA pour ceux des États-Unis ou CE pour ceux de la communauté européenne, ou tout au moins qu'il respecte les autres normes, qui sont les normes chinoises, japonaises, etc. Et donc, pour dire concrètement, maintenant pour les marques, nous avons des oxymètres de Lifebox, par exemple, que nous utilisons ici, des marques comme Mindray, que nous utilisons. Pour les moniteurs, c'est des Philips aussi, technologie Nelcor. Donc, plus que les marques, c'est vraiment plus les critères de choix qui ont été cités et se référer à la justesse communiquée par le fabricant. C'est plutôt sur ça qu'il faudrait s'axer plus que sur le nom de la marque spécifiquement. Merci. Sinon, peut-être, je pourrais donner plus d'autres informations. Merci Emmanuel. Vous allez compléter peut-être dans le mail qu'on aura partagé avec les participants. Les restes des questions seront répondues et vous allez les trouver sur le site dès que possible. Compte tenu du temps, je vais remettre la parole à Cathy pour terminer. Merci. Merci Augustin, merci à tous, à tous les intervenants pour les réponses aux questions. Alors, notre webinaire s'achève, mais aussi notre cycle de webinaires, puisque ce 5e webinaire marquait la fin de ce cycle. Nous espérons que les thèmes qui ont été abordés au cours des 2 derniers mois, puisque ça a duré 2 mois, on a étalé ça sur 2 mois, et tous les échanges vous ont été très utiles. Alors, je remercie vraiment l'ensemble des intervenants d'aujourd'hui et les intervenants des sessions précédentes pour la qualité de leur présentation. Les questions, en fait, auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre aujourd'hui, comme l'a dit Augustin, leur seront transmises et donneront lieu à un document de synthèse qui vous sera envoyé à tous dans les prochaines semaines. Et vous pourrez aussi retrouver l'enregistrement de ce webinaire en ligne sur les chaînes YouTube de l'IFMBE et du MATEM, et avec aussi l'ensemble des PowerPoint des présentations de nos intervenants. Alors, je souhaite aussi remercier tous nos partenaires, grâce à qui ce projet a été un véritable succès, une réussite. Et je remercie tout particulièrement Caliroy, Tom et Louis de l'IFMBE pour leur soutien logistique et en communication. Je remercie aussi ma chère collègue Gabrielle pour le travail de coordination. Kathleen et Marjorie de Médecins sans vacances pour leur support sur le chat questions-réponses et bien sûr mon collègue Augustin de MSV.
Voilà, donc un grand merci à toutes et tous pour votre participation, votre assiduité, parce que certains sont venus ont participé à chacun des webinaires. Et à très bientôt, je l'espère, pour d'autres webinaires ou d'autres échanges fructueux en ligne. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.